partant effectivement d'un certain nombre d'abord de malentendus que nous constatons à la fois dans les SP, mais de façon beaucoup plus générale, hein, c'est une discussion qu'on a depuis longtemps, autour du concept de discrimination. Il me paraissait nécessaire, dans un premier temps, d'en dire 2-3 mots, simplement pour être sûr qu'on partage la même base ou la même porte d'entrée. Je dirais encore 2-3 mots ensuite des ambiguïtés ou des contradictions qu'il peut y avoir dans la prescription qui est faite aux professionnels, notamment parce que se pose une des questions, à mon avis, dans la formation, qui est qu'est-ce qu'on fait de ces contradictions, qu'est-ce qu'on fait des tensions qu'il y a à l'intérieur de la prescription, hein, quelle place on leur donne pour pouvoir faire son travail. Et je terminerai, puisque c'était un peu la question qui m'avait été posée, par des enjeux d'une formation. Ce sera quelques arguments autour des enjeux, on pourra discuter plus largement. Voilà. Alors, premier élément, c'est qu'il me paraît nécessaire de se redire qu'est-ce que c'est au fond que la discrimination. Je vais prendre une anecdote pour commencer. Et ensuite, je reviendrai sur la dimension conceptuelle de cette affaire-là. Ça se passe en 2013. En 2013, j'ai été avec d'autres chercheurs et d'autres collègues sollicités par le Premier ministre dans le cadre de la refondation de ce qui s'appelait la refondation de la politique d'intégration. On a travaillé, des groupes de travail, 5 groupes de travail ont activement travaillé pendant plusieurs mois, puis rendu des rapports. Pour ma part, je pilotais un rapport sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Emploi et du Travail. On a rendu un rapport qui s'appelle « Vers une politique française de l'égalité ». Si ça vous intéresse, il est en libre accès sur le site de la documentation française. S'en est suivi peu de temps après par une polémique orchestrée par le Figaro, la droite en particulier, mais qui a finalement concerné l'ensemble du champ politique et qui visait ni plus ni moins à disqualifier ces travaux-là. Et nous étions 2 personnes à signer le rapport au nom du groupe de travail, Khalid Hamdani et moi-même. Il se trouve que la polémique a ciblé principalement Khalid Hamdani, alors que j'étais moi-même le principal rédacteur du rapport. Il me semble que ça illustre, si vous voulez, un élément fondamental de cette affaire, qui est le rapport social raciste, qui structure la question de la discrimination, je vais y revenir, mais ce n'est pas que le racisme, hein, évidemment, il y a d'autres dimensions. C'est que ce rapport social, il signifie que certains peuvent être, comme ça, apparemment légitimement, la cible de violences, et que d'autres en sont protégés. En l'occurrence, moi je me retrouvais du côté, comme je le suis souvent dans les rapports sociaux, du côté du club des privilégiés, de ceux qui ne sont pas exposés à la violence, de ceux qui ne sont pas exposés à un soupçon. Mon comparse dans ce travail-là, lui, en était évidemment la cible. Je ne sais pas si ça vous parle suffisamment, mais il me paraît nécessaire, si vous voulez, de penser que cette affaire et que la question des discriminations est intrinsèquement articulée à ce qu'on appelle en sociologie un rapport social, un système de domination, dans lequel, finalement, pas tout le monde est discriminé, et cela a beaucoup de sens. C'est-à-dire qui, au fond, va être la cible de ces processus-là. Alors, ça m'amène à me dire, il y a un élément tout à fait central, je terminerai par lui, mais il y a un élément tout à fait central dans cette question des discriminations, c'est de penser ces systèmes de domination, pour aller vite, hein, ce que j'appellerais effectivement ces rapports sociaux. Mais on peut penser, en fait, que le concept lui-même est lié à 3 espaces disciplinaires ou 3 réflexions disciplinaires. Il y a là, d'une part, la question des rapports sociaux, mais il y a, et c'est souvent la plus connue, la plus utilisée, le discours de la psychologie sociale, ou la place que fait la psychologie sociale à la question de la discrimination. Je vous en ai mis une des définitions, mais je voudrais tout de suite, avec mon regard de sociologue, insister sur une des ambivalences que je perçois dans la question, c'est que la psychologie sociale fait, si vous voulez, des schémas cognitifs, des stéréotypes, des préjugés notamment, quelque part le point de départ des pratiques discriminatoires, le point d'explication aussi des pratiques discriminatoires, en disant les pratiques découlent des schémas cognitifs que nous avons. Alors, du point de vue sociologique, je pense que c'est incomplet, c'est-à-dire que toutes les logiques discriminatoires ne mettent pas nécessairement en évidence des schémas cognitifs qui seraient défavorables à certains groupes sociaux. On pourrait en prendre des exemples, mais je vais simplement le poser, on pourra en revenir dans la discussion. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est que lorsque, effectivement, on s'attache à y rentrer par les stéréotypes ou par les préjugés, on décale, au fait, par rapport à ce qui est le fond de la question de la discrimination, c'est les pratiques.
Et il n'est pas sûr qu'en voulant travailler sur les schémas cognitifs en eux-mêmes, nous arrivions à infléchir les pratiques. Nous avons d'ailleurs des évaluations scientifiques qui ont été faites, des expérimentations en la matière, qui sont plutôt assez critiques vis-à-vis de travaux qui rentrent par les stéréotypes et les préjugés en eux-mêmes, et qui auraient tendance à montrer qu'ils n'ont pas d'effet durable, que l'action sur les stéréotypes et les préjugés en soi n'a pas d'effet durable sur les pratiques. Et en particulier parce qu'on comprend assez bien, c'est-à-dire que les pratiques, elles sont situées. Elles sont dans des cadres de travail, elles sont dans des situations complexes dans lesquelles il y a énormément de choses qui interviennent. Et travailler même sur la prise de distance vis-à-vis des préjugés que l'on pourrait avoir ou des stéréotypes ne suffit pas parfois ni à voir ni à arrêter les processus dans lesquels on est pris en tant que professionnel. Alors, il y a pour le coup, un autre référent normatif qui intervient dans cette affaire, qui est un autre champ disciplinaire qui réfléchit la discrimination, c'est le droit. Et le droit interdit la discrimination parce que c'est un acte arbitraire et illégitime du pouvoir. À travers la notion de discrimination en droit, le droit limite le pouvoir de ceux qui l'ont, pour le dire comme ça. C'est une théorie un peu de possession du pouvoir qui ne me convient pas tellement, mais le droit s'adresse en particulier aux institutions. Il s'adresse aux agents des institutions. Et j'y reviendrai tout à l'heure, il ne s'adresse pas du tout aux élèves. La question de la discrimination en droit vise la limitation du pouvoir. Or, pas tout le monde a le pouvoir, pour le dire comme ça, dans la classe, ou dans l'ordre scolaire. Donc cette question de la discrimination, c'est véritablement une interpellation de l'institution scolaire, de sa façon de fonctionner, et de la manière dont, fonctionnant, elle contribue à produire des inégalités. Le troisième élément, c'est ce que je disais en ouvrant, c'est au fond la sociologie des rapports sociaux, celle qui s'intéresse aux rapports de domination, pour aller vite, et qui, elle, nous met l'accent sur la face matérielle des choses, en disant il y a bien une face idéale, il y a certes des schémas cognitifs, il y a bien des discours idéologiques, etc. Mais quand on parle de discrimination, on parle de processus concrets, qui peuvent être des pratiques individuelles ou collectives, mais qui sont aussi des fonctionnements d'organisation, qui génèrent, au fond, structurellement, des inégalités qui visent certaines catégories de personnes. Or, ces catégories de personnes ne sont pas évidemment définies au hasard, c'est ce que nous disent les rapports sociaux, ou les schémas, la théorie des rapports sociaux, c'est qu'une société est organisée à partir d'un groupe dit majoritaire. Ça ne veut pas dire que c'est le plus nombreux. Un groupe majoritaire, sociologiquement parlant, est un groupe qui a en fait le pouvoir d'imposer ses normes comme étant la normalité, pour le dire comme ça. Et par cet effet, si vous voulez, d'imposition normative, a pour effet, effectivement, pour conséquence, que certains groupes apparaissent comme des anormaux ou des moins normaux, d'accord ? C'est ce qu'on appelle des groupes minorisés, au sens de ils sont rendus minoritaires. Et en droit, vous savez bien que le majoritaire-minoritaire est important, puisqu'il faut avoir la majorité pour être considéré comme un citoyen, et quand vous n'avez pas la majorité, vous n'êtes pas considéré comme un citoyen. Donc là, on y reviendra, le rapport scolaire est structurellement organisé autour de cette asymétrie-là, et ça a beaucoup de liens ou beaucoup d'enjeux quand on pense la question des discriminations à l'école. Alors, deuxième élément, peut-être deuxième point d'appui sur ce concept, c'est qu'il nous invite à ne pas séparer la question des stéréotypes, des préjugés, la question du droit, etc., mais à quelque part réfléchir de manière complexe en articulant ces trois logiques, un peu à travers le schéma que je vous propose ici. Il faut voir dans ce schéma, si vous voulez, on voit la première tension qu'il y a en haut du schéma entre la dimension axiologique, c'est-à-dire relative aux valeurs, et la dimension cognitive, qui est notamment celle des schémas cognitifs que nous avons, mais aussi celle des catégorisations que nous utilisons pour faire notre travail. Il y a une tension entre les deux, parce que si au niveau des valeurs est affirmée l'égalité, il n'est pas sûr que dans nos représentations, cette égalité soit toujours le principe légitime selon lequel on travaille. Par exemple, il est bien logique que, dans le champ de l'éducation, que les enfants n'ont pas le même droit que les adultes. Mais jusqu'où ça va, cette affaire-là ? Jusqu'où va cette position asymétrique-là, et de quoi est-ce qu'elle se justifie ? En fait, elle se justifie d'une histoire qui a construit, au fond, les enfants comme des mineurs, précisément, et qui, du coup, a tendance à les déposséder de leurs droits jusque bien au-delà du droit lui-même.
On pourrait y revenir, le passage de la loi de 1905 à la loi de 2004, c'est une réduction individuelle des droits des élèves. Voilà. Qui se justifie notamment au nom de maintenir l'ordre ou l'autorité des adultes dans la situation. Alors, je vous lance des choses là qui vont être éminemment discutables. Je les lance très rapidement dans un court espace. On pourra y revenir si vous voulez, parce que j'entends bien que je ne peux pas en faire la démonstration là tout de suite. Cette tension entre axiologique et cognitif se traduit à travers des pratiques, ou se traduit à travers des fonctionnements d'organisation. Le droit intervient dans cette affaire, le droit qui interdit la discrimination, il intervient au niveau normatif, c'est-à-dire il intervient comme un discours qui a une capacité de contrainte des pratiques et des fonctionnements. On mobilise le droit, c'est un petit peu cette idée, vous voyez, ce cercle-là, c'est-à-dire qu'il va se saisir du droit pour infléchir le système pratique, schéma cognitif, pratique, catégorie que nous utilisons. Est-ce que ça vous apparaît suffisamment clair? Ou est-ce qu'il y a des questions ou des points, ce que vous souhaitez discuter par rapport à ça? Je continue, on pourra y revenir plus tard. Deuxième élément, si vous voulez, de mise à distance au fond de ces questions-là, c'est, on pourrait comparer la logique antiraciste mainstream, j'ai envie de dire, le discours antiraciste notamment de l'État, au regard de la logique antidiscriminatoire. Je fais une petite parenthèse, puisque je vois qu'il y en a qui prennent des photos. Je pourrais vous laisser le PowerPoint, si vous voulez, d'accord? Plutôt que de tout écrire, ce qui nous rend peut-être plus disponible aussi dans la discussion ou dans l'écoute. Voilà. Cette comparaison, elle renvoie au fait que, j'ai envie de dire, d'abord au niveau des référents et la manière de définir le problème, il y a un malentendu fondamental. On pourrait, à la place d'antiracisme, mettre antisexisme, au sens état mainstream, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on part de l'idée, de la dimension idéale, de la dimension des idées, en pensant que nous avons d'abord à faire quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie, des idées, des schémas cognitifs, etc. Et nous essayons d'agir dessus en introduisant un référent moral qui nous dirait telle manière de penser, telle manière de voir le monde n'est pas bien, n'est pas acceptable, n'est pas juste, et à partir de là, entraîne un système d'action qui va plutôt être vers la culpabilisation des pratiques ou des pensées, éventuellement l'usage du droit, mais d'un droit qui est principalement un droit pour faire peur et qui en réalité est très très peu appliqué, hein, si on prend le droit antiraciste, et qui va plutôt proposer une conception de l'altérité, c'est-à-dire s'attacher à travailler par exemple sur la connaissance des autres, à mettre en place une sensibilisation à la fois aux préjugés, mais aussi à l'altérité culturelle, etc. Une des grandes critiques, vous le savez probablement, qui a été faite à cette entrée-là, c'est qu'elle a tendance, au fond, à culturaliser les choses, c'est-à-dire à penser que le problème vient d'une altérité qui existerait en soi, qui existerait a priori. La question antidiscriminatoire, elle est liée justement à la théorie des rapports sociaux et elle nous amène plutôt à réfléchir sur la façon dont ces différences sont construites dans la relation. Pour prendre un exemple, en me rasant le matin, je ne me dis pas tous les jours « je suis français, je suis français, je suis français ». D'accord ? Cette identification, oui, je sais que ça paraît étonnant, hein, Benoît. Cette identification-là, je l'utilise à certains moments dans la relation avec d'autres. Et je le réutilise dans une situation dans laquelle je suis face à des personnes que je suppose ne pas être françaises. C'est en général quand je suis, moi, à l'étranger, que j'utilise cette catégorie-là. D'accord ? Ou alors c'est pour me distinguer en disant, moi, j'ai des droits particuliers et tous ceux qui ne sont pas français n'ont pas les mêmes droits. Donc c'est une catégorie qui a du sens dans cette altérité, dans la création d'une altérité, dans une mise à distance d'autrui. D'accord ? On pourrait prendre d'autres catégories, mais c'est pour expliquer ce principe-là, c'est-à-dire les différences n'existent pas en soi, elles sont relatives à des systèmes normatifs et surtout elles prennent sens dans la relation à autrui. À partir de là, ce qui vient interférer ou ce qui vient limiter cette dimension-là, c'est notamment le droit. On pourrait y revenir, le droit est tout à fait insuffisant, hein, et le droit discrimine ou légitime lui aussi des discriminations. Donc évidemment, il ne suffit pas en tant que tel. Mais il nous amène non plus à un raisonnement moral de séparer le bien et le mal, mais de séparer l'autorisé et l'interdit. Et là, dans le cadre scolaire, c'est très intéressant cette affaire-là. Parce qu'on peut être tenté, au nom du bien des enfants, de faire des choses qui sont contre leurs droits. Et le droit nous dit, on peut penser que c'est pour leur bien, mais bon, c'est illégal. Et ça nous interpelle sur ce que l'on serait tenté de faire au nom de la représentation que l'on a d'autrui.
C'est cette interpellation-là que le droit, au fond, c'est comme une interpellation que le droit fonctionne en la matière. Et il nous invite, du coup, si on veut réfléchir à ces processus-là, beaucoup plus à travailler sur les processus d'altérisation, la manière dont on construit de l'autre, dont on met à distance autrui, dont on le pense n'étant pas conforme aux normes scolaires, par exemple, dont on produit, au fond, de l'altérité. Un petit schéma qui nous ramène, là pour le coup, on va rentrer dans la dimension plus directement scolaire de cette affaire, et notamment du discours scolaire, du discours en l'occurrence du ministère de l'Éducation nationale. Si on regarde à travers les textes normatifs du ministère de l'Éducation nationale, la première chose que je noterais, si vous voyez la forme de la courbe, c'est que le discours sur la discrimination commence dès les années 1950. Il est donc beaucoup plus vieux que la prescription qui apparaît dans les circulaires de rentrée, par exemple. Quand on est dans les circulaires de rentrée, il faut attendre 2008 pour avoir un discours du ministère qui dit c'est la priorité d'action, la lutte contre les discriminations. Ceci dit, il y a un discours sur les discriminations bien antérieur, et surtout, ce discours, il commence, vous voyez, je ne sais pas si les couleurs ressortent suffisamment, il commence par le bleu, c'est-à-dire qui représente ici la dimension du travail. Le premier discours de l'institution scolaire sur les discriminations concerne l'organisation du travail pour éviter que les salariés ne soient discriminés par leur employeur. Et ça me paraît très nécessaire dans une formation, j'y reviendrai, dans une formation des enseignants, que de travailler cette dimension-là du rapport de travail. Que veut dire travailler pour le ministère de l'Éducation nationale? Et comment, en tant que travailleur, on est exposé à des discriminations? Cette dimension-là me paraît tout à fait nécessaire. Mais ce discours s'amenuise d'une certaine manière, pensant que, au fond, le cadre, si vous voulez, législatif est à peu près posé, le discours normatif s'amenuise, et il va laisser la place, à partir des années 80, à un discours sur le critère de sexe et sur les discriminations sexuelles. C'est explicitement ce que dit le ministère en 83, 84, sur les discriminations sexuelles entre hommes et femmes dans les relations de travail, notamment. Là encore, on est sur une réflexion sur les rapports de travail et sur la manière, ce qui s'appellerait aujourd'hui l'égalité femmes-hommes, d'accord, qui s'appelait à l'époque et qui était nommé discrimination sexuelle. Ce qui m'intéresse, c'est que ce discours sur les discriminations de sexe va disparaître et il va se reformuler bien plus tard autour de l'égalité femmes-hommes, mais comme si, finalement, on va parler de discrimination et égalité femmes-hommes, comme si la question du sexe ou de l'égalité femmes-hommes n'était pas aussi une question de discrimination ou interpellée au même titre. Et je terminerai sur cette dernière remarque. Vous voyez qu'il y a une inflation extrêmement importante depuis 2005. En réalité, c'est depuis 2008. C'est juste le fait de représentation. C'est donc encore plus récent, si vous voulez. On a à la fois une démultiplication des critères qui sont concernés, mais on a surtout une inflation de la zone grise, de ce discours à indifférencier sur toutes les discriminations. Voilà. Et ça a des effets sur la représentation du problème. Parler de toutes les discriminations, là encore on pourra y revenir pour des exemples si vous voulez, ça a été visiblement dans le langage du ministère une façon de ne pas mettre l'accent et de ne pas trop parler de la dimension raciale, de la dimension de la discrimination raciale. Toutes les discriminations servent à masquer un certain nombre de choses liées au statut même de ces catégories qui pose problème. Alors, quelques malentendus issus de la prescription. Premier malentendu, c'est une tendance à définir la discrimination comme quelque chose qui serait intrinsèquement lié aux valeurs de la République et aux valeurs de l'école. Bon, simplement, si vous voulez, pour affaiblir un peu ce discours, se rendre compte que ce discours est extrêmement récent. C'est une valeur universelle de l'école seulement depuis même pas 10 ans. Oui, ça limite un petit peu la portée de ces choses. Mais l'autre élément, si vous voulez, qui me semble problématique, c'est qu'en le plaçant un peu dans le ciel des idées, il se pose vraiment la question de se dire, mais alors ça vient d'où, puisqu'on est contre? Ce serait une espèce de génération spontanée d'un problème qui, dans l'idéal, n'existerait tout simplement pas. Il me paraît que c'est assez compliqué d'engager de l'action et de la lutte contre les discriminations quand on croit, au fond, que l'antidiscrimination est inscrite dans le ciel des idées. Il n'est qu'à revenir à l'histoire de l'institution scolaire pour se rendre compte que l'égalitarisme n'a jamais été le projet de l'éducation nationale. D'accord ? L'égalitarisme en tant que tel, c'est produire l'égalité, n'a jamais été le projet politique de cette institution. Donc, voilà, il me semble que ça mériterait d'être posé un peu autrement. Deuxième élément, deuxième tension à l'intérieur de cette prescription, c'est qu'on utilise beaucoup le discours de l'antidiscrimination dans une visée d'implication
Et quand je dis d'implication, ça renvoie aux travaux notamment de Pascal Nicolas Lestrade qui montre comment le néolibéralisme a modifié au fond la manière de faire appel, d'exploiter au fond les compétences des travailleurs et est allé chercher de manière de plus en plus subjective, hein, dans la subjectivité des travailleurs et notamment dans leur implication. On pourrait raisonner aussi les politiques scolaires de ce point de vue. Que veut dire qu'il faille mobiliser les élèves contre les discriminations? Et là, on reviendra, si vous voulez, dans une affaire. Alors, même si on accepte, si vous voulez, légitimement cet objectif de l'éducation nationale, la question qu'on va avoir derrière, c'est comment on va mobiliser des gens contre la discrimination s'ils vivent de la discrimination ici et maintenant, aujourd'hui, qui n'est pas considérée comme un problème? Qu'est-ce que ça veut dire d'adhérer à l'antidiscrimination quand on est discriminé et qu'on ne peut pas se faire reconnaître comme tel? Troisième malentendu, parmi d'autres, c'est un présupposé d'intentionnalité. Vous avez là un extrait du rapport de la DGESCO de 2010 qui s'appelle « Les discriminations à l'école ». C'est tout à fait au début du rapport, hein, dans les premières lignes du rapport, on nous dit que les discriminations constituent une inégalité de traitement basée sur une intention de nuire. Excusez-moi, mais ça montre une grave méconnaissance du droit, parce que le droit ne dit absolument pas ça. Il n'implique aucune intentionnalité en général, d'accord? Ça ne fait pas partie du concept de discrimination. Pour rentrer dans les détails, si vous êtes au pénal, et seulement au pénal, vous devrez prouver l'intention d'utiliser telle catégorie pour sélectionner. D'accord? Vous devrez prouver qu'il y a une intention d'utiliser des catégories prohibées. Mais un, ce n'est pas une intention de nuire, et deux, au civil ou dans la notion de discrimination indirecte en droit, il n'y a aucun besoin d'intentionnalité. Donc là, on a un vrai problème dans le rapport et la conception du droit. Quatrième élément que je retiendrai, c'est une tendance à faire de la discrimination le problème des élèves. Et il m'arrive très souvent dans mes travaux de recherche de rencontrer à tous les étages du système scolaire l'idée que la discrimination, ah oui, il y en a beaucoup, hein, alors les élèves entre eux. Hein. Si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois sur le sens du droit et sur la question des rapports sociaux, l'idée de discrimination entre élèves n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que les élèves ne se stigmatisent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'insultent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence. Et à travers cette violence, de la remise en œuvre des normes sociales qui font que certains sont harcelés et pas d'autres. Hein, et ce n'est pas tout à fait un hasard qui est la cible, au fond, de ces logiques de harcèlement, de violence, etc. Mais ça n'est pas de la discrimination, dans le sens où la discrimination implique un rapport de pouvoir légitimement installé par les institutions. Alors vous avez dans le dernier extrait la circulaire de François Bayrou, du ministre Bayrou en 1994, cet extrait, cette idée que les discriminations ont été importées par les publics des banlieues. Non seulement c'est une importation en public, hein, on leur impute de véhiculer le problème, d'être la source au fond d'arrivée du problème dans l'école, mais surtout, il y a derrière tout ce mouvement, cette circulaire porte sur la question du voile, hein, essayait de ramener l'interdit du voile dans les règlements intérieurs, et du coup, elle va nous emmener immédiatement sur la question, le lien entre discrimination et laïcité. C'est-à-dire que là, on a un discours qui, en imputant la discrimination, le problème de la discrimination aux élèves de banlieue, va légitimer d'agir sur eux de manière à contraindre leurs pratiques, de manière à limiter leurs droits. Dernier élément, c'est qu'il y a une oscillation entre un discours, et on le voit fortement depuis 2013, une oscillation entre discours égalitaire et discours sécuritaire. Un discours égalitaire, puisqu'on commence à se soucier, c'est tout à fait nouveau, d'une égalité effective. C'est un discours notamment en réponse aux données de PISA. Hein, j'imagine que vous connaissez ces travaux sur PISA qui stigmatisent au fond l'inégalité à l'école, en France en particulier. Donc une réponse qui serait une réponse égalitaire, un discours égalitaire, d'effectivité de l'égalité, mais qui va de pair en même temps avec un discours sécuritaire. J'entends par sécuritaire le fait qu'on est dans la logique qu'il faudrait défendre les valeurs de la République, et que lutter contre les discriminations, c'est défendre les valeurs de la République. Moi, il me semble que le problème est assez mal engagé, si vous voulez, de cette manière-là, étant donné que ça nous amènerait à voir que les mises en cause de ces valeurs de la République seraient colportées par des élèves, et en particulier par des élèves qui ne trouveraient pas tout à fait leur place dans les normes scolaires. J'ai peut-être pas le temps de... Je ne sais pas, de... Il faut qu'on discute.
je vais simplement passer, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. J'avais prévu de prendre un exemple, parce que pour le moment, on en parle, si vous voulez, de façon générale. Mais si, du point de vue des sciences sociales, on se penche sur la question de où est-ce qu'il y aurait de la discrimination dans le système scolaire, la réponse est partout. Partout au sens où, quels que soient les niveaux, les lieux, les types de rapports de sélection que l'on observe, on enregistre des processus discriminatoires. Voilà, sous des formes extrêmement différentes, dans des espaces ou des dimensions extrêmement différentes. Donc, si vous voulez, j'irai vite simplement en disant, il y en a partout. D'accord ? Quand je dis il y en a partout, ça ne veut pas dire que c'est systématique. Ça ne veut pas dire que tout est toujours discriminatoire. Mais ça veut dire que tous les actes qui engagent de la sélection, qui aillent de la notation au placement en stage, qui aillent de la qualité des stages à la qualité de la scolarité, etc., toutes les dimensions sont concernées par ces problèmes-là. Je terminerai par quelques enjeux liés de formation. Il me semble, si vous voulez, qu'il y a de nombreux intérêts à travailler cette question et à en faire une question, j'allais dire, centrale. Ça ne doit pas évidemment remplacer les autres questions, c'est pas ça qui est en jeu. Mais il me semble que le statut marginal de cette question, comme si c'était une question supplémentaire, pose un sacré problème, parce qu'elle nous rend aveugles à toutes sortes de dimensions du problème. Le premier, c'est comment fonctionnent les inégalités scolaires. On dispose depuis les années 60 d'une masse considérable de travaux sociologiques, par exemple, démographiques ou sociodémographiques, sur les inégalités scolaires. Le problème, de mon point de vue, c'est que la grande majorité de ces travaux pensent les inégalités à partir des publics. C'est-à-dire on recherche dans les publics, dans la situation, dans les dispositions des publics, leurs prédispositions, on recherche les causes, au fond, implicites, des inégalités. Ça sous-entend que c'est du côté des publics qu'il faut chercher les inégalités et qu'elles seraient extérieures à l'école. C'est ce schéma-là qui domine dans la littérature en sciences sociales sur les inégalités à l'école. Or, la question de la discrimination nous amène à renverser la manière d'approcher les choses. En nous disant, c'est un peu avec Michel Foucault, Michel Foucault qui disait les populations ne préexistent pas au pouvoir. C'est le pouvoir qui produit les populations. Ces théories que les inégalités, si vous voulez, précéderaient la rencontre avec l'école, alors elle n'est pas fausse en soi, mais elle présuppose, au fond, qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir entre l'institution scolaire et les élèves, alors même que le statut d'élève est produit et que les normes d'élèves sont produites par l'institution scolaire. Voilà. La question de la discrimination renverse les choses et vient nous chercher dans la manière dont le pouvoir, pour le dire comme ça, produit les inégalités. Travailler de cette manière-là, il me semble que c'est aussi reformuler non pas sur le mode de la culpabilité professionnelle, en disant les enseignants discriminent, les CPU discriminent, etc., mais c'est rechercher un principe de responsabilité, ce qui est de dire, ben oui, nous sommes effectivement engagés, nos responsabilités sont engagées, mais nous avons aussi le pouvoir d'agir. Nous avons aussi la possibilité de résister à des processus, quand bien même ces processus nous dépassent. Nous n'en sommes pas ultimement responsables. Deuxième élément qui me semble être en jeu, c'est de penser le travail scolaire. Et qui dit travail, dit, du point de vue d'un sociologue qui s'intéresse aux rapports sociaux, c'est de penser les rapports de travail, on l'a dit, c'est-à-dire comment le salariat, comment le fait de travailler dans une institution, pour une institution, avec sa hiérarchie et ses normes, comment cela se traduit, comment cela s'organise, et comment cela aussi véhicule, organise un certain nombre de logiques discriminatoires. C'est aussi de réfléchir sur le rapport d'âge, je l'ai déjà dit en filigrane, c'est-à-dire combien, au fond, l'idée d'éducation même implique, et l'idée d'enseignement, a fortiori, implique de supposer que les élèves ne savent pas. C'est ce que nous dit Jacques Rancière, dans Le Maître ignorant particulièrement, c'est-à-dire ce présupposé d'ignorance qui est nécessaire d'une certaine manière pour enseigner. Il me semble absolument crucial de réfléchir à cette dimension-là quand on enseigne. D'en faire, pour le coup, un des éléments au cœur de la réflexion sur le travail. Et c'est le troisième temps, si vous voulez, de cette question des rapports sociaux, c'est combien toutes ces normes et toutes ces manières de fonctionner du système scolaire produisent et reproduisent des rapports de classe, de sexe, de race, etc. Je vous dis, j'ai mis race entre guillemets, ce que je ne fais pas souvent, d'accord ? C'est que je présuppose qu'il peut y avoir des malentendus. Si vous êtes familier du discours antiraciste, qui dit les races n'existent pas. Je travaille plutôt avec
une sociologue qui s'appelle Colette Guillaumin et qui nous dit non, les races n'existent peut-être pas comme réalité biologique, mais elles existent bien dans la tête de ceux qui les mobilisent. D'accord ? Et quand on voit des élèves par la couleur de peau, quand on les regarde, au fond, en prenant en compte cette question de la couleur de peau, par exemple, en leur supposant des origines, on a une lecture raciale de la situation. Troisième élément, troisième enjeu qui me semble important, c'est de réfléchir, de mettre à distance, peut-être plus que les schémas cognitifs en tant que tels ou dans leur généralité, plus que les stéréotypes ou les préjugés, de travailler sur la catégorisation. Voilà. Comment est-ce qu'on définit les uns et les autres, comment on situe les places respectives des uns et des autres, et comment, à travers ces définitions-là, nous fabriquons de l'altérité d'une part, mais nous légitimons aussi des manières différentes de traiter les élèves, les agents, etc. Quatrième enjeu, c'est que travailler sur les discriminations et plus largement sur les rapports sociaux, sur le racisme, le sexisme, etc., nous permet de comprendre aussi les résistances que mettent en œuvre les élèves. Et par exemple, des formes d'identification alternatives. Une collègue sociologue, Nathalie Capco, vous connaissez peut-être Séverine Capco pour son travail sur les devoirs à l'école, d'accord ? C'est sa sœur, Nathalie Capco, qui avait travaillé de son côté, elle, sur l'identification à l'islam. Et elle avait mis en évidence que les jeunes s'identifient à l'islam, que les jeunes qui ont recours à l'islam, c'est particulièrement pour résoudre des contradictions identitaires extrêmement vives qui étaient liées au sentiment d'humiliation par l'école. C'est leur expérience de l'école qui les amenait de façon déterminante dans la recherche d'une autre identification, en l'occurrence religieuse, une identification religieuse, pour reconstruire une image positive d'eux-mêmes. Dernier élément, c'est que je parlais des tensions normatives tout à l'heure dans le discours du ministère, ça aussi, ça me paraîtrait extrêmement nécessaire d'y travailler. Parce que la question du travail, c'est bien qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les tensions entre le discours normatif et la réalité. Et parmi ça, il faut aussi qu'on prenne en compte le fait qu'il y a des tensions à l'intérieur même du discours normatif. Et je terminerai par un exemple, puisque je n'ai pas très peu parlé de religion en fait, mais vous m'avez bien vu venir. Il y a une tension normative extrêmement importante dans la question de la laïcité entre la version de la loi 1905, qui, selon le Conseil d'État en 89, est une base pour pouvoir ne pas discriminer, et c'est une base parce qu'il s'adresse à l'institution et ses agents en disant il s'agit de se prévenir de l'usage que nous faisons de la question religieuse. Ça s'adresse aux agents. La version de 2004, elle, s'adresse aux élèves, impose une neutralité comme accès préalable à l'école et légitime, du coup, un certain nombre de discriminations. D'ailleurs, il est quand même assez significatif de voir que l'Observatoire européen du racisme, depuis 2005, interpelle la France sur les effets discriminatoires de la loi de 2004 et demande à la France de mener une évaluation de cette loi. Cette évaluation n'a jamais été faite. Voilà. Donc il me semble, si vous voulez, qu'il y a une question, et ça me paraissait important de la ramener pour ouvrir la réflexion sur le lien entre discrimination et religion ou usage de la religion à l'école. Merci.